Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Entreprendre à l'étranger. Alors aujourd'hui, on prend la direction d'Istanbul, là où j'étais il y a quelques semaines, pour donner la parole à Mariam qui est installée là-bas, qui est un peu un retour aux sources pour elle. Et du coup, on va aller au plus simple. Bonjour Mariam et bienvenue sur cet épisode. Je te laisse te Bonjour, présenter. bonjour Alim, bonjour Alim. Ah, ça me fait tout étrange d'entendre prononcer mon prénom avec l'accent arabe. Mariam, voilà, je l'entends comme ça que quand je vais à Tunis. Donc, merci Alim pour cette invitation. Je suis vraiment très très contente d'être là. J'adore les podcasts, j'en écoute presque tous les jours et le tien fait partie de mes podcasts préférés, de mes podcasts chouchous. Donc voilà, être invité sur ton podcast, ça me touche beaucoup. Voilà, déjà. Du coup, déjà, je te remercie. Je te remercie parce que des podcasts sur l'entrepreneuriat, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Il y en a Oui, beaucoup. Et essayer de sortir du lot, c'est pas le truc le plus simple, mais je suis toujours ravi de l'entendre, donc d'entendre ça. Euh, Première question, donc du coup, qui es-tu et que fais-tu? Donc, Istanbul, ça j'ai posé oui, le décor. Maintenant, voilà. faut qu'on sache ce que tu fais. Bien, alors je m'appelle Meriem Draman, j'ai 48 ans, je vis à Istanbul depuis 20 ans déjà. Je suis franco-tunisienne, voilà, donc d'où mon prénom tunisien, Meriem. Je suis aujourd'hui, en fait, j'ai deux casquettes. Je suis à la fois conseillère d'orientation scolaire indépendante et formatrice pour adultes. J'ai mon organisme de formation professionnelle depuis 1 an et demi maintenant. Et donc voilà, j'alterne entre mes rendez-vous élèves et mes formations avec des adultes. Voilà, alors peut-être je peux expliquer un petit peu plus ce que je fais dans le cadre de mon travail. Ça allait être ma question, c'est comment on est conseiller d'orientation indépendant? Parce C'est que ça. nous, d'accord, parce que moi Voilà, alors ça m'intrigue. c'est vrai que souvent d'ailleurs les personnes qui viennent à moi, qui sont intéressées par ma formation, me disent: «Ah mais je ne savais pas qu'on pouvait devenir conseiller d'orientation scolaire indépendant. Beaucoup pensent qu'il faut avoir une licence de psychologie, voire même un master de psychologie pour pouvoir exercer cette activité. Et en fait, non. Voilà, alors je vais expliquer un petit peu le contexte. En France, dans les lycées, dans les établissements publics, il y a des conseillers d'orientation scolaire, fonctionnaires. On les appelle aujourd'hui les psy-EN. Donc, c'est des psychologues de l'éducation nationale. Et donc eux, effectivement, ils ont une maîtrise de psychologie et ils ont passé un concours. Hein, ils ont passé un concours pour ensuite exercer cette activité, voilà, au sein des établissements publics, comme je viens de le dire, au sein des CIO également. Nous, les indépendants, alors on est donc des personnes. Nous sommes des personnes qui travaillent donc de manière libérale. On est entrepreneurs et en fait, on va conseiller des familles qui ont des besoins particuliers à un moment donné concernant l'orientation scolaire de leur enfant. En fait, pourquoi notre métier existe et pourquoi il se développe de plus en plus, c'est qu'en fait, il n'y a pas assez de conseils d'orientation scolaire dans les lycées aujourd'hui en France. Voilà, c'est ça le gros hic. Ils sont 3600 en France, qui revient environ à un psy-EN pour 1500 élèves. C'est très peu. Hein. Un psy-EN, voilà, un conseiller pour 1500 élèves. Je ne sais pas si tu imagines, Alim, dans les lycées. C'est Donc, très simple. Après, comment dire, quel que soit le métier que tu fais, lorsque tu es le seul pour 1500 clients, voilà, euh, c'est compliqué à gérer. Si tu peux pas avoir de la qualité auprès de 1500 personnes, c'est pas possible. Comment dire, exactement. j'ignorais qu'il y en avait si peu en fait. Voilà, il y en a si peu et le souci, c'est que la tendance, elle n'est pas au recrutement. Chaque année, les postes au concours diminuent. Et donc là, bon, cette année, c'est particulier. Ils ont réouvert un peu les vannes parce qu'ils se sont rendus compte que vraiment, la France commençait à être très mauvais élève par rapport à l'Europe, hein, parce que la moyenne en Europe, c'est un conseil d'orientation pour 800 élèves. Donc là, ils ont, voilà, cette année, augmenté le nombre de places au concours légèrement. Mais bon, et ça reste toujours, insuffisant par rapport à la demande des élèves. Et c'est pour ça en fait qu'a émergé depuis quelques années notre activité indépendante et qu'il y a de plus en plus, voilà, de personnes
qui ont envie de se lancer dans cette activité, voilà. Parce qu'il y a un réel besoin, en fait. Les élèves, les familles se sentent pas suffisamment accompagnés au sein des lycées, et donc ils vont se détourner, ils vont chercher des solutions alternatives. Mais du coup, Voilà, la question qui me la vient en tête, c'est genèse. ah non, mais je comprends bien. Mais du coup, moi, la question qui se pose, c'est quels sont les rapports que tu peux avoir avec ce qu'on appelait anciennement les CPE? C'est quels Alors, sont les contacts? Parce que c'est particulier pour comment dire, pour un psy, donc qui travaille au sein de l'éducation nationale, savoir que les élèves qu'il a sous sa coupe, entre guillemets, ont des conseillers d'orientation extérieurs. Alors déjà, en général, les élèves qui se font accompagner à l'extérieur ne le disent pas du tout, ne le disent pas spécialement à leur équipe enseignante, ni même au CPE. Alors nous, on n'a aucune relation avec les CPE. Les CPE, c'est les conseillers principaux d'éducation. C'est ceux qui s'occupent surtout de tout ce qui est retard, absence. Voilà, c'est des surveillants généraux, les CPE. Hein. Nous, on n'a pas de relation avec. Moi, je parlais des psy-EN, hein. D'accord. L'équivalent, si l'on veut, au lycée, l'équivalent public de notre activité à nous, c'est les psy-EN. Non, on n'a pas de, moi enfin, ça dépend, chaque COSI fait comme il le souhaite. Moi, je n'ai aucune relation avec les psy-EN des lycées. On est souvent un peu vu d'un mauvais œil, hein, à Lim, parce qu'on vient un petit peu, voilà, disons les choses comme elles sont, hein, on vient un petit peu marcher sur leur plate-bande. Mais complètement. Voilà, c'est très difficile, par exemple, de travailler avec un lycée public, hein, parce que voilà, ils nous voient comme des personnes extérieures qui veulent prendre leur part du gâteau. Hein, je me mets à leur place, hein. Mais le problème, c'est que eux ne font pas suffisamment. Voilà, les 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 les, les équipes, voilà, les équipes qui dirigent les lycées ne mettent pas suffisamment de budget, voilà, comment dire. Après, ce que je vais dire, c'est horrible, hein. Ce que je veux dire, c'est horrible. Mais si le Mais job était voilà, fait, c'est votre métier n'existerait pas. exactement, exactement. Voilà, Alim, tu as tout dit, et c'est pour ça. Ah, C'est comment dire, c'est très mercantile, très business, mais à un moment donné, bon, alors c'est- après, on c'est- fait un c'est- super boulot quand même, hein. Alim, on fait un super boulot. j'en doute pas. Euh, C'est-à-dire que pour le travail que l'on fait et le petit investissement que c'est auprès des familles, hein, parce qu'on n'a pas non plus des tarifs mirobolants, euh, ça reste, voilà, c'est que du bénéfice pour les familles. Hein. Donc moi, ce que peut-être je voulais préciser pour nos auditeurs, tes auditeurs qui connaîtraient pas le métier, un COSI, voilà, pour aller plus vite, hein, COSI, c'est un joli acronyme, conseiller d'orientation scolaire indépendant. Un COSI, en général, il a deux services phares. Le bilan d'orientation et l'accompagnement Parcoursup. Alors, le bilan d'orientation, donc ça s'adresse aux jeunes à partir de la troisième. Donc, en général, à partir de 14 ans jusqu'à, disons, 23, 24, 25 ans. En fait, le bilan d'orientation, ça va aider le jeune, à un moment donné, à trouver sa voie, à trouver des domaines d'activité, des filières professionnelles qui vont correspondre à son profil. Et pour les aider à faire ça, en fait, on fait tout un travail sur leur personnalité. Voilà, on fait tout un travail sur leur centre d'intérêt, sur leur motivation au travail, leurs aptitudes, leurs talents, et on met aussi en évidence les traits dominants de leur personnalité. Donc, le bilan d'orientation, c'est vraiment deux axes. On les aide à répondre à la question qui suis-je, tout d'abord, hein, essentiel, et ensuite à la deuxième question, où vais-je? Voilà. Donc, le bilan d'orientation, vraiment, pour des élèves qui sont un peu perdus, qui savent pas quelle filière post-bac choisir, ni même quelle spécialité choisir en classe de seconde, faut que tu saches vraiment, Aline, que ça apporte beaucoup de bénéfices. Les élèves, ils retrouvent de la motivation, ils retrouvent de la clarté, ils retrouvent de la sérénité, et surtout, ensuite, ils ont un objectif, en fait. Voilà. Ils ont un objectif. Et pour certains, ils se mettent au travail. Voilà. Ils se mettent au travail parce qu'ils se disent, si je veux me diriger vers ce secteur-là, il faut que je travaille ça, 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 parce que tout ça, on leur explique en bilan d'orientation. Il faut que j'ai des bonnes notes dans telle ou telle matière. Et souvent, ça crée chez eux un boost de motivation.
Et surtout comment dire, le fait de savoir ce que tu veux faire et comment y arriver, c'est autre chose que parce qu'en fait, là, comment dire, là, c'est quand tu parlais, j'étais en train de revoir toutes mes années en Oui, primaire et au collège et j'étais en train de me dire, à un moment donné, en discuter avec une psy, ce serait pas mal. mais voilà, voilà. D'adultes que j'accompagne en formation me disent: «J'ai choisi de devenir cosy parce que moi-même, j'ai été très mal orientée quand j'étais jeune et Mais j'aimerais aider». Voilà, c'est une des raisons qui revient le mais plus. c'est tellement ça, mais c'est tellement ça. Juste moi, les Voilà, souvenirs, c'est je détestais les maths à l'école. Si j'ai oui, détesté les maths parce qu'on a dit à ma mère, en primaire, hein, Heu, il est mauvais en français, il se concentre que sur les chiffres. Ça serait bien qu'il ait, en gros, c'est qu'il ait un bon niveau en français et à partir de là, bah, d'accord. en fait, ça on m'a fait lire des bouquins, une quantité de bouquins astronomiques. Fantastique, hein, c'est ça m'a apporté beaucoup de culture, hein, heu et un amour pour les mots, mais derrière à côté, c'est on m'a fait détester les maths. Ah oui, C'est-à-dire qu'au bac, j'ai fait un bac STT pour les plus anciens qui connaissent, d'accord, oui. j'ai eu 10,1 en maths. Ah oui, bon ça va, tu as sauvé les meubles. C'est C'était juste, voilà, on m'évite, tu mmh, sais, tu sauves les meubles et juste pour regarder ta prof et la narguer, mais c'était mon seul objectif. ah Bizarrement, oui, là, d'accord. c'était juste, je vais me la faire. Mmh, mmh mh. J'ai eu, voilà, Voilà, et ouais. plus jamais j'ai regardé les maths. Et puis un jour, je sais pas, peut-être vers 32-33 ans, ben, ça a été la physique, puis les sciences, puis après les maths. Et à partir de là, tu t'es en fait, c'est génial au quotidien les maths. Bah oui, surtout quand on est entrepreneur, on a quand même besoin de quelques notions, Ouais, et voilà, tout bon, devient pas logique. voilà, c'est Tu ça. sais, tout devient logique, mais c'est cohérent, machin. Et je me regarde, je me revois en train de regarder des conférences d'astrophysique, mais qui sont imbitables pour la plupart des gens, et je trouve ça logique. Mmh. Et là, Ouais, je dis, bah, ah ouais, non, il comme y a un quoi. truc qui s'est opéré que j'arrive pas à comprendre. Mmh. Mais ça a été ça, parce qu'il y a une mauvaise orientation au départ. Mais du coup, non, non, Voilà. c'est un chouette métier que vous avez. Parce que, bah, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, je vais te donner un chiffre qui va certainement, étonner les auditeurs. Il y a près de 60 d'échecs en première année d'université. Près de 60 d'échecs. Donc voilà, ça veut tout dire, en fait. Mes cousins qui se sont lancés en médecine. Voilà, Ah bah là oui, là. parce que la médecine est comptabilisée parce que ça fait partie des filières universitaires. Mhm. Beaucoup d'élèves sont mal préparés déjà, souvent aussi, il faut le dire, hein. Et ceux Il y a qui un vont en énorme, STAPS. oui, ben voilà, mais les STAPS, Oh, les STAPS. On va aller en psycho, STAPS, on va faire du sport. Ouais, non, c'est oui, un peu plus compliqué. c'est C'est quand ça. ils commencent à voir le nom des matières qu'ils vont avoir. C'est ça, et la psycho aussi. La psycho Ouais. accueille énormément d'élèves et c'est la licence qui connaît un des plus forts taux d'échecs. Euh, voilà, beaucoup d'élèves qui savent pas quoi faire, ils se disent bon bah je vais aller en licence de psycho et je verrai bien. Et c'est là où il y a le plus gros écrémage. Donc Ah voilà, oui, tout ça pour te dire que non, voilà, il y a un réel besoin. Il y a un réel bien besoin. sûr. C'est un nouveau métier. Voilà, ça fait partie des nouveaux métiers. On le dit toujours que voilà, le marché du travail est en perpétuelle évolution. Ben voilà, nous, notre métier de cosy, il a quand même 4-5 ans maintenant, je dirais, même peut-être un peu plus, peut-être 5-6 ans, je sais pas. Mais voilà, il y a de plus en plus d'adeptes, en tout cas. Du coup, la question suivante, c'est qu'est-ce qui t'a amené à faire ce métier? Qu'est-ce qui m'a amené à faire ce métier? Alors moi, j'ai commencé ma carrière professionnelle en tant que, tu parlais de physique-chimie, en tant que professeur de physique-chimie. Voilà. Euh, Tu m'aurais tellement détesté. non, Oh là peut-être là, pas. Peut-être que je t'aurais fait aimer la matière, qui sait? Hein? Qui une sait? pensée à tous mes profs de physique-chimie. Bah moi, si je suis devenue professeure de physique-chimie, c'est parce que j'aimais beaucoup mon professeur de physique-chimie en première. Et voilà, et j'avais envie de l'épater, je me souviens. Et donc j'ai attrapé un petit coup de cœur pour cette matière et je me suis lancée ensuite, voilà, sans me poser de questions. J'ai fait tout un cursus en physique-chimie. J'ai passé mon CAPES, j'avais 22 ans, je l'ai eu du premier coup à l'époque. Et voilà, Bravo. donc très jeune, bon voilà, très jeune, je me retrouve à enseigner devant des lycéens qui avaient, je me souviens à l'époque, 5 ans de moins que moi pour mes premières classes. Et voilà, j'ai enseigné une dizaine d'années, donc en France, en région parisienne. Et dès que j'ai pu, je suis partie. Voilà. Dès que j'ai pu, j'ai demandé à partir enseigner à l'étranger
Et à cette époque, il y avait des postes au Brésil, au Maroc, au Nigeria et en Turquie. Voilà. Et donc, bon, mon papa m'avait déconseillé d'aller au Nigeria, un petit peu dangereux pour une jeune femme seule à l'époque. Le Brésil, c'était un petit peu loin pour une première expatriation. Le Maroc, je connaissais déjà, et puis ça ressemblait un petit peu, voilà, à mon pays d'origine, la Tunisie. Je voulais être un petit peu dépaysée. Et donc c'est comme ça que je suis partie en Turquie, à Istanbul, et que je suis arrivée au lycée Galatasaray en 2003 pour enseigner, voilà, la physique-chimie dans ce lycée. Et j'y suis restée 5 ans. Je suis restée 5 ans, 5 années magnifiques. Le public était impressionnant. On a au lycée Galatasaray, c'est un petit peu comme le lycée Louis le Grand à Paris ou le lycée Saint-Louis. C'est-à-dire qu'il y a toute la crème de la Turquie, les meilleurs élèves qui passent un concours très difficile pour entrer dans ce lycée. C'est le meilleur lycée de Turquie. Et on se retrouve donc avec des élèves, une quarantaine dans une classe. On entend les mouches voler. Hein, ça m'a changé de Nanterre d'où je venais. On entend les mouches voler. J'imagine. Ils gobent vos paroles. Vous êtes comme le Messie. Non, c'était incroyable. J'ai passé 5 années. Ils vous remercient en sortant du cours un par un en randonnion. Ils font la queue pour vous remercier. Enfin, c'était voilà, c'était une expérience inoubliable. Euh, voilà, donc malgré tout, bon, je m'arrête ensuite parce que je deviens maman. Voilà, je prends un congé parental pour élever mes deux petits garçons. Et quand je veux revenir sur le marché du travail, réenseigner, il n'y a pas de poste à ce moment-là. Voilà, il n'y a plus de poste en physique-chimie. Et voilà, donc à ce moment-là, je me dis, la maternité m'a changé quand même. La maternité m'a changé et j'ai envie d'entreprendre. J'ai envie d'entreprendre. Donc là, on est en 2011. Et en cherchant une idée d'entreprise, je tombe sur lepetitjournal.com d'Istanbul qui recherchait à ce moment-là un repreneur. Et je sais pas, j'ai pas hésité une seconde. Je me suis dit que ça allait être une superbe expérience. Euh, Mon papa était journaliste, donc quand même j'avais baigné dans ce monde-là, de l'actualité. Voilà, je suis quelqu'un qui peut pas imaginer une journée sans être branché sur la radio ou sur lire les news. Donc bon, moi voilà, j'adore l'actu et donc je me suis dit bon ben je vais me lancer là-dedans et ça a été 5 superbes années où j'ai dirigé ce journal. C'était donc ma première expérience d'entrepreneuriat parce que le journal c'était ma petite entreprise. Hein, je vendais les espaces publicitaires, donc je faisais de la prospection commerciale pour trouver des annonceurs. Oui, c'est un journal en ligne. Hein, c'est un journal en ligne quotidien et en français, donc pour les francophones Dans en Turquie. plus de 70 éditions aujourd'hui, ce qui est quand même Exactement. impressionnant. Exactement. Et je sais que tu as interviewé Hervé Hérault. J'avais écouté l'interview avec Ouais. beaucoup d'attention. C'est quand tu Et sais que c'est un blog qui est né au Mexique et qu'aujourd'hui oui, c'est 70 éditions à travers le monde. ah non, mais c'est clair. Et tiens-toi bien, Alim, la Turquie n'est pas francophone. Et avec mon associé à l'époque, Anne Andloer, journaliste de métier, euh, on a hissé le petitjournal.com d'Istanbul à la deuxième place, juste derrière Bangkok. Parce que C'est Bangkok, voilà, il y a une fantastique. très grosse communauté francophone. Et voilà, à Istanbul, en Turquie, on a fait en sorte de toucher les francophones en Turquie, mais aussi tous ceux qui s'intéressaient à la Turquie à l'étranger. Et donc voilà, c'était voilà, une belle success story aussi. Et donc moi j'ai tout appris sur le terrain à l'époque, hein, rédiger des articles, moi aussi j'ai rédigé des brèves, j'ai fait beaucoup d'interviews de chefs d'entreprise, de présidents de chambres de commerce, enfin voilà tout ce qui comptait, hein, tout le gratin qui comptait à l'époque à Istanbul. J'ai organisé des événements pour fédérer la communauté francophone. J'avais une petite équipe de pigistes que je manageais donc avec Anne Andloer. Enfin voilà, c'était une très belle expérience. Et le souci, c'est que j'ai attrapé le virus de la communication à l'époque. Et là, voilà. Et là, pour moi, difficile de me dire, tu vas retrouver le chemin de l'école, le chemin du lycée. J'avais qu'une envie, c'était continuer dans la com, les relations publiques. Et c'est comme ça que j'ai repris mes études à 40 ans à Aucelsa à Paris, hein, l'école de communication. Et j'ai fait un master professionnel en formation continue
Et j'ai pu, voilà. Ensuite, j'ai trouvé un poste que j'ai occupé pendant une année à Dijon. J'étais responsable de la communication et des relations presse à VNF, voilà, pour ceux qui connaissent. Et puis au bout d'une année, bon bah je me suis rendu compte que l'administration c'était pas vraiment fait pour moi, c'était un petit peu lent, beaucoup voilà, un petit peu lent. Puis j'avais aussi des soucis pour m'entendre avec mon équipe, hein, les personnes qui étaient censées travailler avec moi, voilà, j'avais été un peu catapultée en fait hein, dans ce service. Et donc les gens travaillaient déjà très bien tout seuls et puis voilà, me voir arriver un peu en tant que chef, ça a été difficile. Ça a été difficile et puis bon ben on a aussi des événements tristes dans la famille qui ont fait que j'ai décidé de rentrer au bout d'une année à Istanbul, voilà, de revenir à Istanbul en 2018. Et Le là, lapsus, c'est intéressant quand même. qu'est-ce que j'ai dit quoi? Le lapsus, c'est intéressant. Et de rentrer à Istanbul. Ah, de rentrer. Ah oui, voilà, de rentrer. Oui, parce que mon mari m'avait dit, je te laisse 5 ans quand même. Hein. Ça va. Plutôt Voilà. conciliant. Oui, 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 très conciliant. Il avait vu que j'en rêvais quoi. Je voulais travailler, je rêvais de faire carrière, je voulais grimper les échelons dans le monde de l'administration publique. Et il m'avait dit, je te laisse 5 ans. Donc il faisait les allers-retours tous les mois hein, pour nous voir parce que j'avais pris les enfants. Et voilà, finalement, j'ai abrégé le séjour, mais au moins j'ai pas de regrets. J'ai pas de regrets parce que j'ai testé. Bon, je n'ai qu'une seule expérience, euh, mais bon, ça m'a suffi pour me rendre compte qu'en fait, la seule chose que j'aime, c'est être indépendante. La seule chose que j'aime, c'est travailler à mon compte, travailler à mon rythme, n'avoir pas un chef sur le dos qui va me dire, voilà, qui va me dire, il faut faire ci, il faut faire ça. Enfin, voilà, je suis fondamentalement indépendante et donc j'ai cherché une activité qui allait pouvoir répondre à mes aspirations. Quand je rentre, je pense au métier de coach. Voilà, c'était très à la mode à l'époque. Voilà, je voyais beaucoup de coachs autour de moi. Mais c'était des études assez longues. C'est 6 mois de formation pour devenir coach. Il faut rédiger un mémoire. Puis c'est cher aussi, hein, la formation pour devenir coach. Donc tout ça m'a un petit peu refroidi. Et de fil en aiguille, par mes lectures, par mes navigations sur Internet, je tombe sur le métier de conseiller d'orientation scolaire indépendant. C'était fin 2018. Et là, je vois qu'il y a des réseaux en France. Il y a des réseaux qui proposent des services en orientation scolaire. Donc, j'en contacte plusieurs et je décide de rejoindre un de ces réseaux et je me forme chez eux. Je reste pendant 2 ans au sein de ce réseau. On peut le citer, hein, c'est Mentalo. Voilà. Donc j'y reste 2 ans et puis au bout de 2 ans, je me dis que bon bah plus besoin plus besoin de faire partie d'un réseau. Tu vas voler de tes propres ailes. Et c'est comme ça que depuis janvier 2021, je suis totalement indépendante. Et voilà, basée à Istanbul et je travaille avec des élèves du monde entier. C'est ça qui est Et assez incroyable. comment se passe la transition? Parce que, comment dire, fondamentalement, t'es pas issu comment dire, t'es pas issu d'un parcours d'une famille d'entrepreneurs. Non, c'est vrai. C'est comment se passe justement la transition? Parce que généralement, c'est une fois qu'on a comment dire, une fois qu'on est diplômé, certifié, donc tu commences à enseigner. Donc là, généralement, lorsque tu rentres là-dedans, c'est, tu prends comment dire, la voie de gauche de l'autoroute et c'est à fond jusqu'à la retraite, quoi, généralement. Normalement, oui, tout à fait. Mais tu sais, il y a beaucoup de plus en plus de professeurs qui quittent le navire, hein, qui quittent le navire, qui veulent se réorienter, voilà, se reconvertir. Je suis resté 2 ans sans l'éducation nationale, donc Bon, ben voilà. Là, par exemple, à ma 6e session de formation, bon, on en parlera tout à l'heure, je pense que j'ai un tiers de mes stagiaires sont des professeurs, sont des enseignants de l'éducation nationale. Certains ont démissionné, certains sont encore en poste, mais ne rêvent que d'une seule chose, c'est de se mettre à leur compte d'ici peu. c'est de démissionner. Voilà, voilà. Non, donc un tiers quand même. Hein. Non, là aujourd'hui, on n'y reste plus toute sa vie à l'éducation nationale. Il y a beaucoup de déçus, hein, beaucoup de personnes qui se retrouvent pas, qui s'y retrouvent pas et qui s'attendaient à autre chose en fait. Parce que j'ai même des jeunes. Là, j'étais impressionnée parce que j'ai découvert ma nouvelle session, ma nouvelle promotion hier. J'ai une prof d'anglais qui a 26 ans. C'est-à-dire, elle a enseigné 4 ans et elle veut déjà partir.
comment dire? C'est jeune pour une réorientation, c'est jeune en termes de carrière, quoi, parce que Oui, voilà, c'est jeune en termes de prise de conscience, en termes de voilà, de c'est courageux aussi. C'est super courageux parce que bon, l'éducation nationale, ça reste quand même, c'est rassurant. On a un salaire qui tombe chaque mois, on a des avantages, on a des voilà, on sait, on connaît les avantages. Il y a aussi des inconvénients, mais malgré tout, bah, les jeunes, la nouvelle génération, elle, une fois elle trouve plus de sens, Alim, c'est ça aussi, hein. Une fois qu'elle trouve plus de sens dans son travail au quotidien, bah, tu et là, cette jeune femme de 26 ans, elle en est la preuve vivante, bah, ils veulent partir, hein. Euh, voilà. Et ils veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Ils se disent pourquoi pas, je vais essayer. Je vais essayer, on verra bien. Comme ça, au moins, j'aurai pas de regrets non plus. malheureusement, après, c'est comme beaucoup de métiers qui étaient sûrs à une époque et qui aujourd'hui deviennent précaires. Oui, 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 non, ça, je suis tout à Parce fait que parce d'accord. que parce que les conditions sont précaires, c'est pas le métier en soi, c'est pas le fait de transmettre. Mm. Comment dire? Ah Là, oui, le fait de oui, transmettre, voilà, le c'est fait le de plus beau transmettre, métier, bah, ça. C'est c'est le, voilà, c'est moi, je dis souvent, il faudrait revaloriser les salaires des enseignants. Et là, je suis sûre qu'il y aurait beaucoup plus de personnes qui seraient intéressées par le métier parce je crois que, ah, franchement, je crois que c'est en Corée du Nord où en fait Corée du Nord, Corée du Sud, pardon, où le prix le salaire des profs est l'un des plus élevés au monde. ah bah, Et il y avait un ministre qui disait, bah, en fait, c'est très simple, on a donné aux ministres les salaires des profs et on a donné aux profs les salaires de ministres. bah, j'apprends quelque chose, vraiment, je ne savais pas. Et bon, voilà, je demande pas un salaire de Oui, ministre, mais tu vois ce que je veux dire, Ali. Moi, mais rien il que y a le une salaire qui est corrélation. doublé, voilà. Il y a une corrélation, c'est lorsque tu vois les différents concours et les classements de l'OCDE, il y a une très nette corrélation entre l'instruction qui est fournie, qui est dispensée dans le pays et les conditions de travail des profs. Mm. Faut être aveugle pour pas le voir, c'est qu'il y a une corrélation. Le type qui se lève pour à peine plus d'un SMIC et qui doit traverser la moitié de sa ville pour aller enseigner 2 heures. C'est Tu ça, te c'est dis, ça. est-ce que vraiment ça a du sens? Les réunions interminables, les suivis des élèves, les copies à corriger, enfin, et puis les Les problèmes de parents, discipline aussi, de plus en plus difficiles, les les parents. établissements qui sont pas très bien tenus, voilà, les parents qui s'immiscent de plus en plus dans la vie des enseignants. Enfin, bon, moi, j'y suis plus, hein, j'ai quitté le navire depuis 2008, mais voilà, j'entends, mais certains, j'ai gardé des amis, des collègues, et puis voilà, je lis et je vois bien que ça s'arrange pas. Et pourtant, c'est le plus beau métier du monde. C'est à ces enseignants qu'on confie nos enfants toute la journée et qui sont là, voilà, qui devraient, voilà. Pour moi, je crois qu'une des plus grosses réformes qu'il faudrait faire, ce serait vraiment revaloriser, mais pas 50 euros ou 100 euros, hein, vraiment revaloriser les salaires des enseignants. Et là, peut-être qu'il y en aurait moins qui voudraient quitter le navire. Non, mais ça va de soi. Il y a un documentaire qui est passé sur Canal+, il y a une quinzaine d'années qui s'appelle «L'éducation nationale, ce grand corps malade». Je sais pas si tu l'as vu? Ça me dit quelque chose, mais il faudrait que je le regarde. Il est pas périmé, je suis sûre. Avec, il a Non, 15. non, non. Non, 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 il y a pas si longtemps que ça, je l'ai retrouvé sur Dailymotion pour te dire. D'accord. Donc je le Et note. et justement, bah, comment dire? Tu as été prof de sciences. C'est à l'université de Toulouse où il y a l'année zéro en fac de sciences et en fait, l'année zéro, donc pendant un an, les étudiants sont là, tu sais, ils tâtonnent un peu de tout et puis, ils se lancent l'année d'après, pour un cursus c'était en licence et lui, là, en deuxième année, donc ils ont fait l'année zéro puis la première et ils arrivent en deuxième année et il leur demande en fait le prof, hein, en Oui. déconnant: «Donnez-moi la définition du théorème de Pythagore». Ah oui, vraiment? Ouais Et et là? co et en fait et là, il fait, sur un tiers des copies où j'ai une réponse, moins de la moitié juste et il avait demandé ça à une soixantaine d'étudiants. Ce type-là fait un rapport en fait, il était au sein d'une co il était dans une co il était à la tête d'une commission au sein de l'éducation nationale et il fait un rapport parce qu'il se rend compte que lui a posé la question en déconnant, mais certains de ses collègues, consoeurs, confrères le font aussi de temps en temps et ils lui font le même retour. En fait, ils ne connaissent plus les bases. Mais les bases, c'est vraiment de Pythagore, quoi. Et il fait un rapport très complet qu'il remet au ministère de l'Éducation nationale à l'époque, c'était Allègre, et on lui demande de quitter la tête de la direction de cette commission.
Ce type, en fait, c'était avant Villani, c'était le Français qui avait eu la médaille Fields. D'accord. Le type a prix Nobel de mathématiques. Il dit qu'à un moment donné, il faut juste redonner les bases aux étudiants. On lui demande de partir. Ah là là. Bah oui, parce qu'il avait mis le doigt sur quelque chose de gravissime, en Je fait. crois qu'à ce moment-là, je crois qu'à ce moment-là, il n'y a que 2 Français vivants qui l'ont le prix. Euh, Voilà, c'est ça. Il faut mettre la poussière sous le tapis. Il faut surtout C'est pas ça. mettre le doigt sur les dossiers qui fâchent. Après, comment dire, dans ces cas-là, on ne regarde pas que le titre, mais quand c'est l'un des 2 seuls Français vivants qui a encore le prix Nobel de mathématiques, Mm, on s'assoit, on écoute 2 minutes. mm. Non, mais c'est bien triste. Voilà, mais bon. Donc du coup, ça, ouais, ça c'est ta première casquette. Qui, Voilà. comment dire, c'est qui te prend, j'imagine, ouais, qui te prend un temps qui est assez conséquent, parce que Donc, oui, ben je dirais que c'est. Alors, ça dépend. C'est une activité. Donc, pour revenir au conseil en orientation scolaire, c'est une activité quand même qui est assez saisonnière. On accompagne les jeunes en général du mois d'octobre au mois de mai. Hein, au mois de mai. Alors, on peut avoir des demandes comme ça en été, mais c'est assez rare. Donc, on va vraiment travailler pendant 9-10 mois avec une pointe d'activité au moment de Parcoursup, hein, c'est-à-dire autour de janvier, février, mars. Là, j'avais, je me souviens, 6 ou 7 dossiers qui s'amoncelaient sur mon bureau. Enfin, c'est beaucoup pour moi, parce qu'en général, j'aime bien suivre un élève par semaine. Bon, moi, un élève par semaine, chacun son voilà. rythme, non? Exactement, chacun son rythme. Donc, pour bien le suivre, parce que je fais d'autres choses à côté, etc. Donc, il y a eu des périodes où j'avais 8 dossiers, 8 élèves à suivre pendant un mois. Mais sinon, oui, en général, mon rythme de croisière, c'est ça. C'est 4 bilans d'orientation par mois. Donc, ça revient, voilà, un élève suivi, accompagné par semaine. L'accompagnement Parcoursup, donc mon deuxième service, puisqu'on en parle, ça aussi, c'est saisonnier. C'est entre janvier et avril. Donc là, on aide les élèves de terminale et les étudiants en réorientation à s'inscrire sur la plateforme. Alors, c'est pas juste s'inscrire, évidemment, mais c'est faire une liste de vœux de manière stratégique, rédiger des lettres de motivation pour chacun de leurs vœux. Et ils ont aussi plusieurs autres rubriques à rédiger. Donc voilà, pour les élèves, on est là aussi pour les guider dans ce processus, dans cette période assez anxiogène pour eux. Et là, cette année, j'accompagnais 11 élèves pour Parcoursup. Donc, on aura les résultats bientôt là. Hein. Les résultats vont tomber à partir du 1er juin. Donc, je croise les doigts pour eux. J'espère qu'ils auront leur vœu numéro 1, leur vœu numéro 2. Et tant qu'à faire, voilà. Et bon, mais voilà. Mais il faut être patient. Parcoursup, c'est ça. C'est-à-dire que les résultats commencent à tomber le 1er juin, mais pendant 1 mois et demi, maintenant ça fonctionne comme ça, Alim, je ne sais pas si tu sais, pendant 1 mois et demi, les long, élèves ouais. vont recevoir au fil de l'eau les réponses des formations qu'ils ont demandées. Bon, Est-ce voilà, on qu'en va pas rentrer dans les détails. en termes de stress, ça les Oui, entraîne pas mal quand même. c'est ça, oui, oui. Ça les entraîne pour le monde de l'entreprise, de l'entrepreneuriat. Ça leur apprend la patience. Voilà, et à gérer leurs émotions. Et oui, parce que pour certains, ils peuvent attendre jusqu'au 15 juillet une réponse positive d'une formation, voire même jusqu'à début septembre. C'est horrible en termes d'attente, de stress, c'est Oui, horrible. et imagine les parents qui sont encore plus stressés que leur enfant. Oh, l'été, les pauvres, une immense pensée à eux, quoi. Voilà. Et ma question suivante, c'est comment dire? Est-ce que tu démarches comment tu démarches les parents, Ah oui. les élèves? Est-ce que, comment dire? Est-ce qu'aujourd'hui le métier est tellement connu que les gens ont ont ce réflexe d'aller chercher une conseillère d'orientation, sur internet? Merci pour cette question. Je l'attendais. Alors en fait, moi, je ne démarche personne. Voilà. Au moins, c'est clair. C'est-à-dire que qu'est-ce que je fais? C'est tout le contraire. C'est-à-dire que j'en parlais encore hier en formation. Je suis une aficionados de l'inbound marketing. Peut-être que ça te parle. C'est-à-dire qu'en fait, Oui. voilà, moi, ce que je fais, c'est que je produis du contenu, Alim. Je produis du contenu, je produis du contenu, je produis du contenu. Où ça? Alors, j'ai un blog
J'ai un blog sur lequel j'écris régulièrement des articles, 1 à 2 par mois, donc sur l'orientation scolaire, les études supérieures, la réforme du bac, Parcoursup. Je suis très active sur les réseaux sociaux, donc je suis un peu partout. Je sais que c'est pas un bon conseil, mais moi j'ai pas voulu choisir, donc je suis sur Instagram, Facebook, LinkedIn et même Pinterest. Quoi d'autre? Et Alors, je fais des interviews sur des podcasts, voilà, pour. Pinterest reste le plus longtemps possible sur Pinterest, vraiment. Et c'est Ah un oui, mais conseil. mais j'y suis et j'ai. Tu sais que c'est le Je suis. réseau social où la production de contenu est la plus durable dans le temps. Oui, 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 tout à fait. Je vois bien que j'ai des articles qui sont super vieux, dont j'avais mis un visuel il y a 2 ans, qui sont Le qui sont visuel n'est plus d'actualité. vus, qui sont lus en ce moment, parce que non, alors ah non, non, moi Pinterest, puis ça m'amuse. Enfin, ça me prend pas un temps fou. Tu sais, je travaille beaucoup avec Canva. D'ailleurs, quand on est entrepreneur, pour faire ses visuels, Canva, c'est comment on ferait si ça n'existait pas? Donc voilà, une fois que j'ai fait un visuel pour Instagram, je le redimensionne pour LinkedIn, je le redimensionne pour Pinterest. Enfin, c'est facile. Et donc voilà, moi je suis un petit peu partout. Donc, pour répondre à ta question, voilà. Donc je ne démarche pas les clients, c'est eux qui viennent à moi en fait. Voilà, D'accord. c'est eux qui viennent à moi parce qu'ils m'ont vu, et puis je fais en sorte d'être régulière aussi. Voilà, un secret c'est ça, la persévérance, la régularité. J'essaye, par exemple sur Instagram, j'essaie de publier tous les jours. Sur LinkedIn, je publie environ 1 à 2 fois par semaine. Voilà, donc des articles, j'en écris 1 à 2 par mois. C'est ça, c'est pour ça que Oui, c'est un travail, c'est voilà, un véritable travail de fond. c'est ça, j'ai plusieurs casquettes finalement. Et quand on est entrepreneur et qu'on est indépendant, c'est ce que je disais à mes stagiaires aussi hier, il faut avoir aussi la casquette d'attaché de presse. Il faut absolument, voilà, il faut être son propre attaché de presse et faire en sorte, tous les jours, voilà, tous les jours, semer des graines, semer des graines, semer des graines. Et petit à petit, au fil du temps, on va commencer à ramasser le fruit de notre travail. Voilà. Ça, j'y crois vraiment. Puis aujourd'hui, je constate bien sûr les résultats, puisque ça fait 4 ans que je sème des graines sans relâche. Et voilà, par exemple là, j'ai formé, parce que c'est vrai que j'ai pas encore parlé de ma deuxième casquette. Je suis aussi formatrice pour adultes. J'y viens, j'y viens. Voilà. Et en moins de 2 ans, voilà, je te laisse faire la transition. En moins de 2 ans, j'ai déjà organisé 6 sessions de formation. Du coup, comment dire, ma question, tu t'en doutes, c'est comment, de cette activité, tu crées ton organisme de formation pour, j'imagine, donc former des Français tout en vivant à Istanbul. Ok. En fait, il y a plein de questions dans la question. Tu as Oui, compris le projet. oui, tout à fait. Alors, déjà, qu'est-ce que je peux dire? Voilà, donc ça fait un petit moment que je suis conseillère d'orientation scolaire, et je me souviens très très bien comment ça a démarré. Alors déjà, c'était en 2021. Je voyais autour de moi, c'était l'explosion à l'époque des formations en ligne. Tout le monde proposait sa formation en ligne. Et moi, je rêvais, je me disais, ah là là, et si moi aussi je créais une formation en ligne? Mais j'avais pas trouvé l'idée en fait. Je me demandais bien à quel public j'allais m'adresser. Les jeunes, leurs parents. Je pensais vraiment pas du tout à l'époque aux personnes en reconversion. Parce que je pensais pas qu'il y avait eu une demande. Voilà. Et le 8 juin, voilà, la date est gravée dans mon esprit parce que le 8 juin, je fais un post sur LinkedIn. Alors là, tout démarre là. En disant, voilà, j'ai un projet, je réfléchis à créer une formation pour permettre à d'autres personnes d'exercer la même activité que moi qui seraient intéressées. Et là, incroyable, je reçois 12 messages. Enfin, pour moi, c'est énorme. Je reçois 12 messages en me disant j'en suis. J'en suis. C'est Voilà. génial. Oh, Ça mais 12, oui, m'intéresse. non, mais comment dire, 12, 12. c'est énorme pour tout le monde. C'est comme si tu sors dans la rue, tu dis coucou, vous faites quoi Mais oui, aujourd'hui? Tu as 12 personnes qui viennent à ta table. 12. Incroyable. Mais voilà, c'est ça, 12. Alors que j'avais un petit peu jeté une bouteille à la mer comme ça pour voir, pour tâter le terrain. Et là, je me dis, bon, ok, il y a de la demande. Je me suis enfermée tout l'été. Vraiment, enfin, j'étais dans le sud de la Turquie, à Kaş, avec la clim. Je crois que j'ai rarement autant travaillé. Et pendant voilà les 2 mois d'été, j'ai fabriqué
de A à Z cette formation. Je me suis fait accompagner par une ingénieure pédagogique parce que c'est quand même pas mon métier. Les adultes, c'était tout un monde pour moi. C'est pas parce qu'on est prof de lycée qu'on peut comme ça switcher facilement sur le métier de formateur pour adultes, hein, et j'en suis consciente. Bon, voilà, j'avais des bases, mais donc j'ai pris une ingénieure pédagogique. On avait des rendez-vous toutes les semaines, et alors là, je la remercierai jamais assez. Elle m'a aidé à construire une formation interactive où les adultes vont apprendre plein de choses. Elle m'a donné plein de conseils. Donc voilà, grâce à elle, j'ai fabriqué cette formation et en septembre, j'ai lancé ma première session avec mes 12 avec mes 12 premiers stagiaires qui avaient payé. Le pire, Ali, c'est qu'ils avaient payé avant même que je l'ai fabriqué. C'est ça qui était incroyable. Donc j'étais obligée de travailler l'été, hein. C'est là où tu te rends compte qu'il y a une réelle demande. Ouais, lorsque les gens payent quelque chose, Ah oui, qui n'existait qui pas. qui n'existe pas, tu te Voilà. dis: «Oui, non, là, il y a un marché». Ah oui, bon alors voilà, peut-être c'est parce qu'ils me voyaient souvent, tu vois, le fait de me voir souvent sur LinkedIn, le fait de se dire elle a l'air de connaître son métier, elle fait pas que passer, ça fait un moment qu'on la voit, voilà. J'ai dû certainement créer un petit lien de confiance et je pense que c'est ça, hein, avec les gens qui me suivent. Et donc voilà, bon alors c'était mes bêta-testeurs, hein, on appelle comme ça les premiers qui s'inscrivent à une formation. Donc bien sûr, il y avait un tarif promotionnel. Donc voilà comment j'ai démarré. Et après, donc je démarre en septembre-octobre 2021. Et après, je n'ai pas cessé de recevoir des mails dans ma boîte mail avec quand est-ce qu'a lieu votre prochaine session, quand est-ce qu'a lieu votre prochaine session. Et donc en un an et demi, voilà, là j'en suis à la 6e session. J'ai 36 personnes cette fois-ci. 36 personnes. Donc, j'en avais, tu vois, 12 quand j'ai démarré. Alors maintenant, je prends pas les 36 d'un coup, hein. J'ai 3 groupes dans la semaine. D'accord. Et alors, pour répondre à ta question, ils viennent pas que de France. Ils sont partout dans le monde. Là, cette fois-ci, alors, je voyage avec Argentine, Costa Rica, Guadeloupe, Martinique, Brésil, Afrique du Sud, Maroc. J'ai ma première marocaine. Barcelone, France, bien sûr, et aussi, alors j'ai eu voilà des personnes pour les autres sessions, hein, des personnes en Thaïlande, au Vietnam, en Nouvelle-Calédonie, à Bahreïn, à Dubaï, enfin voilà, au Caire. Enfin, j'ai formé des personnes dans le monde entier. Aujourd'hui, j'ai formé 150 personnes. Et donc une D'accord. majorité de femmes, hein, voilà, et quelques hommes. Du coup, qu'est-ce qui pousse ces gens à changer de métier et à faire ce métier? Alors, c'est marrant parce que hier, je leur disais, d'ailleurs, je leur disais, j'avais repéré 5 raisons qui les poussaient à vouloir rejoindre la formation. Mais je vais te les redire Bah, parce que vas-y, j'ai réfléchi, je prends. j'ai cherché. Alors, première raison, c'est clair, exercer un métier qui a du sens et où ils se sentent utiles. Voilà, où on se sent utile. Deuxième raison, c'est travailler à son compte. Voilà, travailler à son compte, être libre de son temps, de son agenda, être indépendant. Troisième raison, travailler avec un public jeune. Il y a beaucoup de personnes qui sont très sensibles à cet âge, à cet âge-là chez les jeunes, à l'adolescence en particulier, parce qu'ils ont bien compris que c'était une période assez charnière, assez anxiogène. Ils ont envie, hein, les stagiaires qui rejoignent ma formation, voilà, d'accompagner ces jeunes. Quatrième raison, alors en tout cas pour ma formation, ils veulent pas payer de franchise, ils veulent pas payer de licence, ils veulent pas payer un contrat qui les lierait à un réseau pendant de nombreuses années. Et donc moi, ma formation, on paye juste le tarif de la formation. Voilà, et après ils sont libres. Donc ça les rassure. OK. Voilà. Et la cinquième raison, c'est que ils sont pas tout seuls. Quand ils rejoignent ma formation, eh bien, ils intègrent un réseau de pairs. Voilà, j'ai créé une communauté. J'ai un groupe Facebook très actif qui s'appelle l'Académie des COSI. Je organise des réunions trimestrielles avec mes COSI. On se réunit tous les 3 mois et on parle de différentes problématiques, des succès des uns, des syndromes de l'imposteur des autres. Voilà, ils sont pas tout seuls après la formation. Je tiens à ce qu'il y ait un réseau. Voilà. Et où on peut échanger régulièrement ensuite. Donc je dirais voilà qu'est-ce qui pousse ces personnes à rejoindre ma formation. Et ces 5 raisons qui se défendent toutes,
qui se défendent toutes et qui tournent tous autour, ouais, de la liberté. C'est de la liberté de choisir ton public, tes Oui, clients, tes oui, horaires et oui. surtout le métier que tu fais et encore plus la manière dont tu le fais. Voilà. Et juste pour te donner une autre information qui pourra rassurer aussi tes auditeurs si jamais le métier les intéresse. Souvent, ils me disent est-ce qu'il faut une licence de psychologie? Voilà, on en a parlé tout à l'heure, ou une maîtrise de psychologie pour être cosy. Alors, pas du tout. En fait, il faut se reconnaître dans les raisons que je viens d'énoncer, mais c'est surtout qu'à un moment donné, voilà, c'est des personnes qui ont envie de changer de vie, envie de changer de vie professionnelle. Et moi, j'ai formé des personnes vraiment de tous les horizons professionnels. J'ai eu une médecin urgentiste, j'ai eu alors une avocate, j'ai eu comment dire, des responsables en ressources humaines. Euh, Bien sûr, j'ai eu pas mal de professeurs, de directeurs d'établissements, même une proviseure adjointe. Mais sinon, voilà, ça intéresse toutes les franges voilà, des métiers, il n'y a pas de profil type en fait. Il n'y a pas de profil type. D'accord. Et aujourd'hui, alors après, beaucoup de monde te dirait: «Ouais, mais pourquoi tu formes tes concurrents directs?» Ah oui, oui. Mon père me disait la même chose. Mais ma fille, tu te tires une balle dans le pied, me disait-il. Il était très sarcastique. Euh, non, en fait, je forme mes concurrents. Oui, ça c'est clair que j'ai déjà entendu. Non, moi je pense qu'il y a, bon, alors, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde à Lim. Moi, je suis à Istanbul. Les personnes que je forme, elles vont rayonner. Elles vont rayonner là où elles sont déjà. Euh, Après, chacun d'entre nous, on a notre personnalité. Moi, les personnes que j'attire, c'est pas qu'elles me ressemblent, mais en tout cas, elles ont envie de travailler avec moi. Mon parcours les interpelle. Il y a un lien qui se crée. Et je pense qu'en fait, entre, entre l'Ecosie et, leurs futurs clients, il va y avoir une relation particulière qui va se créer. Moi, je pourrais jamais, de toute façon, accompagner tous les élèves du monde entier. Hein. Et donc, voilà, c'est un métier qui se développe, c'est clair, à Lim. Il y a une réelle demande. Moi, j'ai certains de mes cosy qui réussissent super bien aujourd'hui. Alors souvent, c'est ceux qui sont les plus visibles aussi, hein, qui sont les plus actifs, qui communiquent le mieux. Bon, alors, il y en a aussi, il faut dire la vérité, hein, sur les cosy que j'ai formés, il y en a qui se sont jamais lancés. Hein. Voilà. Donc, Et tu essayes de comprendre pourquoi ils ne se lancent pas? oui, Parce oui, qu'ils oui, f oui, ils font la démarche de quand même de se former pour oui, entrer sur un marché et oui, pourquoi ils voilà. se lancent pas? Alors, il y a plusieurs raisons. Alors, il y en a certains qui retrouvent un travail entre-temps et qui réintègrent finalement le monde du travail, entre guillemets, du salariat. J'en ai eu quelques-uns comme ça. Sinon, la plupart de ceux qui se lancent pas, c'est syndrome de l'imposteur. Je manque de légitimité, je serai jamais prête, mes flyers sont pas assez beaux, mon pitch, je le connais pas assez bien. Et donc, moi, je passe mon temps à les remotiver, à leur dire d'arrêter de vouloir que ce soit parfait et de se lancer. Voilà. Et de, Ça, j'en ai aussi, alors et c'est assez marrant, en fait, ce qu'il faut, c'est leur faire comprendre que même les plus belles choses, les plus grandes choses qui ont été réalisées, lorsqu'on regarde dans le détail, ça tient du miracle. Dernier exemple, hein, le dernier exemple, la NASA a diffusé le code source qui a servi à l'alunissage. oui, Tu te dis quand même, on parle de ce qui s'est fait peut-être en termes de technicité à cette époque-là, de plus beau, de plus grand, de plus important. C'est qu'on a envoyé des types à près de 400 000 kilomètres de Terre. mm, À comment dire, on a envoyé un boulet de canon sur une planète qu'on connaissait pas. oui. Ils sont arrivés, ils ont fait des prélèvements, ils ont fait des très belles photos, ils sont repartis. Alors, c'est le billet d'avion le plus cher de l'histoire. En fait, on s'est rendu compte que ça tenait du miracle parce que le code source, le code informatique est truffé d'erreurs et de bugs. Ah, en plus, ah oui, Il effectivement. est truffé de bugs. Eh ben, Et en fait, bah, tu te rends compte que manuellement, ils ont corrigé deux trois trucs, mais qui étaient, ça correspond, c'est du micromètre de mm, trajectoire, de machin, de tout. Euh, En fait, si c'en était tenu à, on nous a filé un code source, un code informatique, pardon, on s'en tient à ça, on y va et on revient, les mecs ne seraient jamais arrivés là-bas, ils ne seraient encore moins revenus. mm. Donc comme quoi Donc ça, voilà, il faut malgré faut tout, y aller. faut y aller, faut passer à l'action.
Et Oui, mais il y a voilà, que le c'est passage à l'acte qui te permet réellement de savoir si ça marche ou pas. Et en fait et moi, je me suis rendu compte avec mes clients, moi, comme tu sais, je fais l'accompagnement à la création de boîtes et oui. ça, c'est en permanence. Il y a trop de concurrents, il y a trop de machins, il y a ceci, il y a ça, je ne sais pas faire. Comment je vais faire? Vas-y, pose-toi les questions après. Bah, en fait, voilà, je pense que Halim, ceux qui «réussissent» entre guillemets, en tout cas, peut-être, c'est ceux qui se posent moins de questions finalement et qui Ah oui. sont bon, moi, voilà, je me pose pas toutes ces questions. Chaque jour, je me dis: «Il faut que je fasse ça, 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 ça», heu et hem et même si c'est pas parfait, voilà, même si, des fois je fais souvent des petits réels sur Instagram, peut-être que tu connais, c'est des petites vidéos, voilà, sympathiques. Même J'essaie d'en si faire aussi. voilà, C'est une même si, cata, mais je le fais. c'est ça, même si elles sont pas parfaites, même si je parle pas exactement en même temps que le son qu'on entend, je poste quand même. Parce que je vais pas non plus y passer des heures, mais bon, c'est assez, ça me convient, c'est satisfaisant. Ça pourrait être mieux. Voilà. Mais c'est ça que moi, mon credo, c'est ça, c'est faire, 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 faire. Mais Publier, il y a publier, publier. Voilà. mais c'est ça, mais vraiment, mais ouais, alors après, comment dire? Ça dépend de l'âge comment dire? Là, sur tes 2 casquettes, ça dépend de l'âge de tes élèves, des étudiants que tu as et le niveau comment dire? Le niveau de qualification des apprenants que tu as dans que tu formes en tant que quasi. En Mmh. fait, moi, j'ai compris, c'est je leur donnais vraiment, je leur donnais des exemples de choses qui ont été réalisées alors que ce n'était pas parfait. C'est Oui. pas parfait. Voilà, c'est pas parfait, puis voilà, puis on y va, quoi. Oui, Là, il on y a y pas va, longtemps, bah, n'est-ce pas? notamment avec le drame et cette phrase, elle a résonné en moi en me disant: «Mais c'est tellement vrai». Avec le drame qu'a connu la Turquie avec le séisme, Mmh. il y a un architecte qui a dit: «Alors écoutez, il fait: "Lorsque vous fabriquez un produit, vous avez des phases de test". Il fait: "Nous, à chaque fois qu'on construit quelque chose, c'est un prototype". Et là, tu te dis: «Mais c'est vrai, en fait». Mais c'est idiot. Il fait: «On peut pas construire un immeuble, faire des tests, en faire plusieurs et puis après construire la dernière version». Mmh. Il fait: «Nous, à chaque fois qu'on construit quelque chose, c'est un prototype». Ben voilà. Et là, tu te Voilà un beau dis message. Ouais. «Ah ouais, quand même». Tu touches les murs de ta maison, tu «Est-ce que ça a l'air vraiment solide ce truc?» Bon, Qu'est-ce bon, que voilà. c'est? On va pas Je veux comparer, dire, hein, on va pas comparer un immeuble et un réel sur Instagram. Mais mais bon, c'est ça, hein, on est d'accord, Halim. Voilà. mais c'est ça, mais Mieux en fait, c'est vaut logique, fait c'est que faites-le. parfait. Voilà, mieux vaut Faites-le parce fait qu'à que force de parfait. le faire et moi, j'utilise plein d'exemples comme ça, je suis je comment dire? Je suis passionné d'espace et ça me fascine toujours de voir la NASA et l'ESA balancer une sonde dans l'espace et se rendre compte qu'elle sort de son orbite et qu'ils sont obligés de la détruire. Bah, tout simplement parce qu'ils sont ultra compétents, mais ils se sont pas parlé. Ah Les oui. Américains qui mesurent en yards, les Européens en mètres. Mmh. Ah voilà, tout à fait, ouais. Mon frère et ma belle-sœur sont à la l'ESA. Voilà et tu te Ouais. dis, en fait, il y a aucun moment, Mmh. aucun des cerveaux là a dit: «Et si on regardait l'unité de mesure?» Ça, c'est un problème de ouais, communication. Ça peut être ouais, c'est et là, tu 1 mètre, 1 yard, c'est pas la même chose et Mmh. à l'échelle à l'échelle de l'espace et là, c'est la scène, elle est horriblement parce qu'en fait, ils Non, se rendent pourtant, compte qu'il y a un problème en tant et ils se qu'ancienne prof de regardent tous. physique en tant qu'ancienne prof de physique-chimie, il y a une unité, hein, dans le système international quand même. Ouais, C'est le mais mètre. ouais et bah, écoute, les Américains, bah, non, Ah quelqu'un non, bah yards oui, c'est ça. Eux, ils font, et ce qui toujours, est la scène si je retrouve le truc, je te l'enverrai et c'est ouais. tu vois la scène où ils sont tous, c'est aligné et ils se regardent en se disant: «En fait, je pense qu'il y a un problème». Et tu regardes que le type d'à côté qui doit se dire la même chose, la fille à côté se dire la même chose, le gars à côté se dire c'est qui a le bouton pour appuyer pour détruire le truc, parce qu'en fait, on sait pas où il va tomber. C'est là et même à ce niveau-là de perfection, il y a des erreurs. Ouais, Donc si vraiment c'est faites, testez et de toute façon et le meilleur produit, que ce soit formation, ce que tu veux, le meilleur produit que tu vas faire, c'est celui que tu auras une fois que tu auras eu tes premiers retours clients. voilà. Voilà, ça, c'est ce que je Voilà, leur dis aussi. Bah, ça sera jamais parfait, c'est pas la peine de croire que ça sera jamais. parfait la première fois. Voilà, mais on s'améliore. C'est ça, c'est comme un
C'est de l'art. Voilà, on travaille son outil, on travaille son art, et plus on fera des bilans d'orientation, plus on fera des accompagnements, et plus on sera bon. Mais il faut démarrer. Voilà, il faut démarrer à un moment. Donc voilà, pour revenir à ce que Faut y tu aller. disais tout à l'heure, oui, j'en ai bien sûr qui se sont jamais lancés, puis ou alors à force de reporter, bah après ils oublient comment on fait un bilan d'orientation, ils se démotivent eux-mêmes et puis ils passent à autre chose. Oui, je vais pas dire que mes 150 stagiaires sont devenus 150 COSI non plus. Voilà, il y a un taux d'échec. Alors que j'ai pas mesuré vraiment, mais je vois bien que certains ont abandonné le navire. Voilà. Mais une bonne moitié, en tout cas, une bonne moitié, voire les deux tiers, sont super motivés et s'impliquent vraiment dans leur nouvelle vie professionnelle. Ouais, bah, tant mieux. Non, mais tant mieux. Et on leur, comment dire, et on leur souhaite une très longue carrière. Voilà. Euh, on arrive à la fin du podcast. Il y a toujours une question que je pose, même deux. Ah, Deux, ouais. Il y en a une qui. Comment dire, non, ouais, il y en a une qui est personnelle et l'autre qui est à destination des auditeurs. Et la première, c'est est-ce que tu envisages un retour en France? non, pas du tout. Pas du tout, Halim. Tu sais, je l'ai peut-être pas dit en introduction, mais je suis mariée à un Turc. Je suis aussi turque de nationalité. Mes enfants sont turcs. Alors, j'aime beaucoup aller en France en vacances, mais ma maison, c'est ici. Voilà, ma maison, c'est ici maintenant. Je me sens très impliquée, enfin très concernée par les élections actuellement qui ont lieu, les élections présidentielles. Mhm. Voilà, je me sens turque aussi. J'ai vraiment trois pays, trois nationalités de cœur, hein. Donc, en plus, j'ai la chance de vivre au bord du Bosphore, dans un endroit assez magnifique. Donc, non, non, je suis très bien aujourd'hui à Istanbul. Je ferai certainement des allers-retours en France, peut-être quand mes enfants vont partir étudier. Euh, voilà, donc non. Et deuxième et dernière question, quel conseil tu donnerais à une personne qui souhaite entreprendre à l'étranger? Qui souhaite entreprendre à l'étranger, bah, Mhm. qu'en fait, elle peut faire comme moi. Elle peut vivre à l'étranger et créer son auto-entreprise en France. C'est très facile, hein, en quelques clics, c'est fait sur le site de l'URSSAF. Ensuite, il faut déclarer tout ce qu'on gagne de manière régulière sur le site de l'URSSAF. Il faut payer ses cotisations. Donc, même en vivant à l'étranger, on peut avoir son auto-entreprise en France. Et, euh, et moi, je suis très contente aujourd'hui de ce système-là. Avant, mon entreprise, elle était en Turquie, hein. C'est depuis que j'ai créé mon organisme de formation professionnelle que bon voilà, j'ai dû faire les choses dans les règles. Et voilà, et c'est pour ça que j'ai créé mon auto-entreprise en France. Mais je dirais de ne pas hésiter. Si vous avez envie de créer votre entreprise, lancez-vous. On vit qu'une fois. Vaut mieux avoir des regrets que des remords. Si vous avez une idée, même si elle n'a pas forcément besoin d'être géniale votre idée, parce qu'aujourd'hui on dit hein, toutes les idées elles ont été prises. Mais si vous sentez que vous avez l'âme d'un entrepreneur, lancez-vous. Et puis bien sûr étudiez le marché dans votre pays d'accueil. Et surtout, bah, aussi, vous limitez peut-être pas au pays d'accueil, hein, voyez grand, travaillez avec des personnes du monde entier. C'est possible, je l'ai fait, donc vous pouvez le faire. Voilà. Et un coucou à Manon Madi qui, lors de l'interview, je lui dis, j'arrive pas à comprendre. Quel est ton lien avec l'Australie? Parce que tu es à Dunkerque. Oui, oui, je l'ai Et écouté, c'est je l'ai écouté. ouais, et cette phrase, déjà, voilà, tu peux en témoigner. Je lui dis, quel est ton lien avec l'Australie? Je fais comment de Dunkerque, tu gères une boîte en Australie? Ah ben voilà, il y a encore plus incroyable que moi, hein, finalement. Non, mais ça prouve surtout que tout est possible. C'est ça. Tout est possible. Après, Il n'y a voilà, pas de schéma, voilà, il n'y a pas de schéma imposé. Euh, c'est c'est le ça qui Covid est. le Covid, moi, dans mon boulot, il m'a appris 2 choses. Déjà, c'est tu te rends compte que tu as de plus en plus de gens qui cherchent un sens à ce qu'ils veulent Oui, faire, oui. que la sécurité du CDI, les gens s'en moquent, mais alors là, mais royalement. Et encore plus la Heu, nouvelle génération. alors là, mais c'est Nous, ça aujourd'hui, nous comment est dire? rêvé à l'époque, hein, nous. Enfin, toi, tu es plus jeune que moi, mais voilà, nous, Ouais, les quarantenaires, à l'époque, avoir un CDI, c'était le Graal. Aujourd'hui, la nouvelle génération, ça, ça lui c'est fait ça, pas bouger un poil, hein. c'est ça le CDI, pourquoi?
Et je comprends pas. Ah Ça oui, c'est consiste en ça, quoi? c'est Donc ça. tu me payes et en échange de ça, tu as autorité sur moi. Non, il paraît qu'il reste en moyenne 3 ans maintenant. Il reste en moyenne 3 ans à un poste, la nouvelle génération. Et dès qu'ils ont Mais fait le tour un petit peu, voilà, ils vont chercher un nouveau poste, un nouveau, voilà. il y a il y a un humoriste algérien qui commence à percer, j'ai plus son nom en tête, mais qui m'a fait rire dans un sketch, il m'a fait rire. Il fait: «J'ai été voir mon boss et je lui ai demandé une augmentation de salaire». Il m'a dit: «Bah non». Il fait: «Le lendemain, je suis arrivé à 11h». Son boss qui lui dit: «Mais du coup, mais qu'est-ce que tu fais?» Il fait: «Bah tu veux pas augmenter mon salaire, moi j'augmente mon taux horaire». Excellent. Ah, c'est bien trouvé. Mm. Génial. Non, mais ça fait plus rêver. En fait, quand là, Ouais. il y a des comment dire? Les plus grosses boîtes, les plus grosses boîtes, tu sais, c'était les fameuses boîtes au début des années 2000 et même ouais, peut-être vers 2008, 2009, 2010, où tu rentrais là-dedans, c'était le graal. Et là, c'est tu vois, bah, les mecs de Twitter ont été virés par mail ou en Mm. visio. C'est qui? C'est Meta l'année dernière ou il y a 2 ans qui a dit: «On va virer 10 000 personnes». Oui, je me souviens. Tu imagines? 10 000 personnes, même à l'échelle internationale. C'est énorme. Donc là, tu te dis: «C'est 10 000 personnes, donc ça va taper dans toutes les tranches de la boîte». Donc bah, tu surveilles ton téléphone et tu tu surveilles ta boîte mail avec un taux de stress semblable à celui d'un lycéen sur Parcoursup. Et c'est ça. Et en fait, oui, non, non, mais ouais, non, non, comment dire? Le CDI, ouais, non, je vais pas dire que ça n'a plus aucune valeur. Ça fait toujours plaisir à un banquier, un CDI, mais En même temps, mais Alim, le paradigme change. entre nous, juste peut-être pour conclure, tout le monde ne Ouais. peut pas devenir entrepreneur. On est d'accord, je pense. Ah mais ça, C'est-à-dire que, n'est-ce pas, il moi, il y faut. a des Voilà. gens que je refuse d'accompagner. Ah d'accord, ok, ben Ah voilà. oui, Parce que Parce qu'en fait, ça fait rêver beaucoup de personnes, oui, mais tout le monde n'a pas les épaules pour, pour comment dire? Pour tenir longtemps. Parce que le métier d'entrepreneur, c'est un métier de longue haleine. Voilà, beaucoup sont pressés d'avoir des résultats. Il y a ça aussi, hein. «Ah, ça fait 3 mois que je communique, j'ai pas de demande, je vais arrêter». Bon, bah, moi, la 1re année, j'ai dû avoir, 10 fa j'ai dû accompagner 10 clients sur une année. Mais bien je me sûr. suis pas démotivée, voilà, j'ai continué, je savais que ça allait prendre du temps. Et donc tout ça pour dire que, voilà, bon, faut pas que tout le monde devienne entrepreneur, sinon on serait un petit peu embêté, mais tout Mais le il y a monde les ne. chiffres de l'INSEE qui sont Ah, intéressants à regarder ah, sur à quel point on a rendu le métier d'entrepreneur sexy. oui, Si on part du principe qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est à la tête d'une entreprise, mais de PDG à artisan, boulanger, carrossier ou autre, en France, il y avait plus d'entrepreneurs en 70 que maintenant. ah bon? Ouais. D'accord. Et je les ai lus les tableaux de l'INSEE, je les ai lus 3 fois. Tu te dis: «En fait, non, c'est pas possible». C'est toutes les personnes qui sont à la tête d'une structure. Oui. Bon, c'est vrai qu'il y a Eh aussi ben, tous les métiers, comme boucher, pâtissier, enfin, il y a mais beaucoup de bien métiers sûr. qui n'existent plus. Enfin, charcutier, il y a de moins en moins de vocations. Mais ouais, Donc il y a mais il y peut-être, en avait combien dans les années 70? bah, finalement, oui, je savais pas. Tu Des étonné de patrons de bars, l'apprendre. de Mmh. cafés, de restaurants, de Voilà, PMU. voilà Des fois exactement. non, mais des fois, c'est ce que j'ai à mes clients. Il est médecin. Tu vois? Je mets depuis quand médecin, c'est pas être à la tête de son activité? Voilà, être entrepreneur, c'est l'histoire d'une vie. C'est, ce que je veux dire, c'est, on se lève en pensant à son travail, on se couche en pensant à son travail. C'est pas on ferme les dossiers, on arrive à 18h, c'est fini. Enfin moi, j'ai jamais pu faire une chose pareille. Enfin, je travaille beaucoup, mais parce que j'aime ça aussi, voilà. Donc il faut être passionné, voilà. Il faut être passionné par les services qu'on va proposer avant tout. Et puis il faut croire en soi aussi, voilà. Peut-être une petite note Mais bien pour sûr. Et conclure. Il puis faut après, croire en soi et il faut croire en soi et l'entrepreneuriat, c'est génial, mais à condition. Voilà, il y a des exactement. conditions et puis voilà, Il y a des conditions. Mm. ouais, c'est comment dire? C'est un espèce de ça ouais, c'est tu passes un entretien d'embauche avec toi-même. Oui, C'est vraiment ça. C'est: «Est-ce que je suis capable de ça, de ça, de ça, d'accepter ces conditions, ça et ça?» Pour la petite anecdote, là, j'accompagne sur une formation création de boîte à l'international sur des modules de 2 heures par semaine et j'ai fixé que c'était le jeudi. Le jeudi de 14 à 16, le jeudi de 14 à 16 et vu que j'ai des obligations cette semaine, je leur ai dit: «Bah, écoutez, la semaine prochaine, ça va être lundi» et là, c'est: «Ah bon, pourquoi?»
Ah, bah, vous pensiez vraiment gérer une boîte du lundi au vendredi de 9 heures à 17 heures. Il y a des imprévus. Et bah, écoute, et bah, dans le quart d'heure, les 2 avaient quand même je les ai prévenus le jeudi pour le lundi quand même, hein. Et bah, les 2 dans le quart d'heure, se sont libérés le lundi après-midi. Ah, j'aurais dit: «Rendez-vous lundi». «Ah bon, c'est pas jeudi?» «Non, non». C'est à la base, c'est: «Je vous ai vendu jeudi, mais» et c'est là où tu vois que la paix mais bien sûr. Non, non, mais heureusement. En tout cas, on va conclure là-dessus et effectivement, non, non, être entrepreneur, c'est un métier, ouais, c'est une course de fond. C'est une course de fond. Exactement et il dure et il est long celui-là. Tu crois qu'il y a un lien entre les 42 ans d'activité et les 42 kilomètres du marathon? Faut se pencher sur cette théorie. En tout cas, Marie, mais écoute, je te remercie, bah, pour le temps, on a fait plus d'1 heure, le temps que tu m'as accordé, que tu as accordé aux auditeurs. Heu, Ton parcours d'ancienne prof, mais écoute, c'est assez intéressant parce qu'en fait, c'est des fois, j'ai des anciens profs qui apparaissent dans mes invités et c'est toujours intéressant de voir la bascule entre prof et entrepreneur. En tout cas, bah, je te remercie et bah, écoute, je te dis à bientôt et j'espère, bah, à bientôt, peut-être à Istanbul, qui sait? Je t'en prie, à bientôt, ciao. Merci encore d'être resté jusqu'à la fin de cet épisode avec Maliem depuis Istanbul. Donc, je vous le rappelle de nouveau, cet été sortira mon guide sur l'entrepreneuriat à l'étranger qui portera le même nom que le podcast, donc Entreprendre à l'étranger. Et je vous en dirai encore un peu plus sur les réseaux sociaux et à travers les prochains numéros. En attendant, vous pouvez partager, commenter, liker le podcast là où vous le verrez. Et surtout, je répète encore, le partager massivement. À bientôt, à dans 2 semaines.